abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Vous pensez sûrement connaître tous les secrets des chevaliers d'or, mais je crois bien que cette vidéo va vous surprendre. Préparez-vous à découvrir les 37 mystères, anecdotes et faits impressionnants que vous n'auriez jamais imaginés sur ces puissants protecteurs du sanctuaire d'Athéna. Maintenant, découvrons les plus grands secrets des chevaliers d'or. Le message est passé, alors cliquez déjà sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche et c'est parti pour cette super vidéo. Curiosité numéro 1. Les prodiges du zodiaque. Comme tout le monde doit le savoir, les chevaliers d'or sont de véritables prodiges qui ont éveillé leur cosmos doré très tôt. Certains d'entre eux ont éveillé ce pouvoir dès la naissance, comme le montre le cas de Saga et Canon, qui après leur naissance ont éveillé le cosmos doré et ont été transportés sous forme d'étoiles filantes vers la maison des Gémeaux. Cependant, cela ne veut pas dire qu'ils avaient un contrôle total sur ce pouvoir, et comme les autres, ils ont dû passer par un entraînement ardu avant de pouvoir utiliser leurs armures. Mu du Bélier, Aldébaran du Taureau, Chaka de la Vierge, Aeolia du Lion, Milo du Scorpion et Camini du Verseau ont conquis leurs armures d'or à l'âge de 7 ans seulement. Mais, bien qu'ils aient été nommés chevaliers à cette époque, leur entraînement était encore incomplet, et c'est pourquoi ils sont repartis voyager à travers le monde pour perfectionner leurs compétences. Saga des Gémeaux était déjà un chevalier d'or accompli à l'âge de 15 ans, et Aiolos du Sagittaire avait lui aussi déjà terminé son entraînement à 14 ans. Jura était le 3e plus âgé du sanctuaire. À 11 ans, il était déjà un chevalier accompli. Masque de mort du Cancer à 10 ans, et Aphrodite des Poissons à 9 ans. Tandis que Doko de la Balance est devenu chevalier d'or à seulement 18 ans, en même temps que Chion au XVIIIe siècle. Curiosité numéro 2. Le dernier restaurateur d'armure. Nous savons que le peuple de Mu, les Muviens, est au bord de l'extinction. Les alchimistes de cette race furent responsables du développement des armures de l'armée d'Athéna à l'ère mythologique. Le grand Pope Chion enseigne à son disciple Mu les techniques de reconstruction d'armure. Et après la mort de Chion, seul Mu, qui avait 7 ans à l'époque, détenait la connaissance de la restauration d'armure. Après la mort de Mu, seul Kiki, qui est son apprenti, détient ce savoir. Et dans la saga Omega, nous savons que Kiki a une jeune apprentie muvienne qui est la petite Raki. Curiosité numéro 3. Le mystère de la mort d'Aldébaran. Dans l'animé, quand Aldébaran du Taureau a été attaqué par le spectre Niobé de Deep, le chevalier du Taureau tenait une fleur. Il avait reçu cette fleur d'une fille qui vit dans le village de Rodorio, près du sanctuaire. Cependant, mes amis, ironiquement, cette fleur porte le même nom que le spectre de Deep, ce nom étant Clémentis Niobé. Curiosité numéro 4. L'attaque capable de blesser un dieu. Dans la saga épisode G du manga Saint Seiya, où l'on découvre le passé des chevaliers d'or classiques, Saga a été capable de blesser un dieu avec sa puissance. En utilisant la Galaxian Explosion, il s'est montré plus que capable de blesser un dieu, à savoir Chronos, montrant ainsi l'attaque la plus destructrice et puissante parmi les chevaliers d'or, et par conséquent parmi les chevaliers de l'armée d'Athéna. Saga montre la puissance incroyable et dévastatrice de sa Galaxian Explosion qui oblige Chronos à se cacher derrière la statue d'Athéna pour ne pas être touché. Saga a aussi dû reculer pour ne pas subir les dégâts de sa propre attaque. Rappelons qu'à cette époque, il était au sommet de sa puissance, 7 ans avant de devoir affronter les chevaliers de bronze lors de la bataille des 12 maisons. Curiosité numéro 5. Les visages de la maison du Cancer. La ténébreuse maison du Cancer est connue pour les innombrables visages qui se trouvent sur les murs et même sur le sol de ce lieu. Dans l'histoire, il est dit que Masque de Mort collectionne les visages des personnes qu'il a tuées. Et c'est pourquoi beaucoup croyaient que c'était le visage ou la tête arrachée de ses victimes. Cependant, ce n'est pas vrai. Masque de Mort collectionnait les masques mortuaires de toutes les personnes qu'il a tuées. Ces objets sont à moulage fait de plâtre ou de cire capable de répliquer le visage de la personne morte, créant ainsi un masque. Certains masques projetaient du ressentiment, d'autres de la souffrance et même du tourment, hantant ainsi la maison du Cancer. Dans la culture de l'humanité, ces masques étaient fabriqués dans l'Antiquité, tant en Europe qu'en Égypte, donc nous pouvons conclure que Masque de Mort est un artisan
tout comme son prédécesseur Deftol du Cancer, qui était un artisan de cercueil. Curiosité numéro 6. Le test d'Aolia. Nous savons qu'après la mort d'Aolios, le jeune Aolia était traité comme le frère d'un traître. C'est pourquoi il était toujours envoyé pour des missions difficiles et devait souvent démontrer sa loyauté envers le sanctuaire. Beaucoup de ces histoires sont montrées dans la saga épisode G. Cependant, dans la saga classique, nous voyons aussi l'un de ces tests. Saga des Gémeaux, qui était déguisé en grand pop Arès, allait envoyer Milo du Scorpion pour récupérer l'armure du Sagittaire et tuer la jeune Saori Kido. Cependant, quand Aolia du Lion se propose pour cette mission, le Pop décide de l'envoyer à la place de Milo, car il voulait découvrir si le Chevalier du Lion était vraiment de son côté. Et comme il était méfiant, le Pop a envoyé 3 chevaliers d'argent pour surveiller Aolia, qui ont fini par être vaincus par Seiya de Pégase, alors que ce dernier portait l'armure d'or du Sagittaire. Curiosité numéro 7. Le combat contre le Chevalier de la Vierge du passé. Nous savons que dans la saga Next Dimension, Saori, accompagné des Chevaliers de Bronze, retourne dans le temps, allant vers la guerre sainte du XVIIIe siècle. À cette occasion, Shun d'Andromède et Tenma, qui est le Chevalier de Pégase du passé, montent les 12 maisons du Zodiaque. En arrivant à la maison de la Vierge, quelque chose d'inattendu se produit. Le cosmos résiduel du Chevalier de la Vierge de cette époque protège sa maison zodiacale, se matérialisant avec la forme et la puissance du Chevalier Shijima de la Vierge. À ces moments-là, le cosmos de Shaka se matérialise aussi. Comme nous le savons, l'armure de Shun a été baignée par le sang de Shaka après la bataille des 12 maisons, ceci étant la version canonique de l'histoire montrée dans les mangas. Le cosmos de Shaka se matérialise alors et combat Shijima, qui était son ancêtre. Quand Shijima ouvre la bouche et utilise le Hongyo, Shaka ouvre ses yeux et utilise le Hagyo, et ainsi les deux ont formé une grande puissance qui symbolise la naissance et la fin de l'univers, les deux se heurtant et s'annulant infiniment. Dans cette bataille, Shaka révèle que Shun serait son successeur en tant que chevalier de la Vierge. Curiosité numéro 8. La véritable apparence de Doku. Comme nous le savons, Doku nous est présenté sous l'apparence du vieux maître, et son apparence jeune, canonique, est montrée seulement dans la saga Hades. Cependant, dans l'anime, la première fois que nous voyons Doku jeune, c'est dans la saga Asgard. Son apparence jeune est montrée quand il affronte Alberic XIII et elle est très différente de l'apparence que Kugumada nous montre dans la saga Hades. Cependant, nous devons nous rappeler que son disciple Oku, qui a été créé exclusivement pour l'anime, possède une apparence très similaire au Doku jeune. Curiosité numéro 9. La déception de Milo. Nous savons que dans l'anime, une amitié est construite entre Milo et Camus, où le chevalier du Scorpion connaissait même les vraies raisons derrière la bataille de Camus avec Hyuga et quelles seraient les vraies préoccupations du chevalier du Verseau. Cette amitié a été approfondie dans les autres histoires officielles de la franchise, comme par exemple la saga épisode G et aussi la saga Time Odyssey. Dans le manga, dans la phase Hades, après le choc entre les Athéna d'exclamation, Milo porte Saga jusqu'au temple d'Athéna. Mais dans l'animation, ils ont changé cette scène et Milo finit par porter Camus pour souligner la proximité entre ces deux personnages, créant pour le spectateur encore plus le sentiment de déception que Milo a eu envers Camus durant ses batailles. Curiosité numéro 10. Le jeune chevalier du Sagittaire. À l'époque où Saga a tué le grand Popchion, il avait seulement 15 ans, ce qui est le même âge qu'Iki du Phénix quand il a lutté dans la bataille des 12 maisons. Par conséquent, le chevalier du Sagittaire Aiolos, qui a été tué parce qu'il a découvert les plans de Saga, avait seulement 14 ans, soit le même âge que Jiryu et Hyuga quand ils ont lutté contre les chevaliers d'or. Ainsi, Aiolos est mort très jeune, et s'il avait été en lui jusqu'aux événements de la série classique, Aiolos aurait eu 27 ans. Curiosité numéro 11. Shura a-t-il été inspiré par le légendaire Bruce Lee? Dans l'anime, durant sa bataille contre Shiryu du dragon, le chevalier Shura du Capricorne fait un geste avec les mains similaire à la pose classique de l'acteur et combattant Bruce Lee. Les producteurs ont fait cela intentionnellement, comme une forme d'hommage à l'artiste martial. Et pour ceux qui ne savent pas, Bruce Lee fut un maître de kung-fu et fondateur du style Jeet Kune Do, étant une grande étoile des cinémas d'arts martiaux. Tant Donnie Yen, Jet Li que Jackie Chan ont été de grands fans de Bruce Lee et l'ont eu comme inspiration pour devenir des stars et films d'arts martiaux. Curiosité numéro 12. Les cheveux des chevaliers d'or. Dans le manga, presque tous les chevaliers d'or possèdent des cheveux blonds. Les seuls chevaliers qui possèdent des cheveux d'une autre couleur sont Camus, qui a les cheveux roux,
Willega, le maître de yoga, possède des cheveux rouges dans le manga. Shura, qui continue d'avoir les cheveux noirs. Masque de mort, qui possède des cheveux blancs. C'est bien ça les gars, Masque de mort a des cheveux grisâtres dans le manga officiel. Doko, qui continue d'avoir les cheveux châtains. Et Saga, qui dans sa version maléfique possède des cheveux noirs, mais dans sa version bonne possède des cheveux blonds, tout comme les autres chevaliers d'or restants. Curiosité numéro 13, la vraie signification du signe des poissons. En France, le signe Pisces s'écrit et se prononce poisson, ce qui ressemble beaucoup au mot venin en anglais qui est poison. Curieusement, Aphrodite possède une technique appelée rose démoniaque royale, qui possède un parfum mortel, étant donné que l'arôme de ces roses et même ses épines sont complètement vénéneux. Est-ce que le maître Masami Kurumada a fait cette analogie pour créer le personnage d'Aphrodite, ou serait-ce simplement une coïncidence? Commentez votre opinion pour que je sache. Curiosité numéro 14, la vraie puissance du chevalier du bélier. Dans une interview, l'auteur Masami Kurumada révèle que si ce n'était pas Shion, mais n'importe qui d'autre qui avait tenté de traverser la maison du bélier dans la saga Hadès, Mu l'aurait expulsé, tout comme il l'a fait avec Masque de mort et Aphrodite, montrant que le chevalier d'or aurait assez de puissance pour arrêter n'importe quel ennemi qui tenterait de monter les 12 maisons zodiacales. Cependant, nous savons que lorsque Saga, Camus et Shura sont apparus, ils ont réussi à mettre Mu dans une position de danger. Mais la grande question est que le chevalier du bélier a ses mouvements scellés par le pouvoir télékinétique de son maître Shion. Peut-être que si Shion n'avait pas été là, les 3 chevaliers de Reneda auraient dû utiliser l'Athéna exclamation pour passer la première maison zodiacale, montrant l'ampleur de la puissance du chevalier du bélier. Curiosité numéro 15. La ligne de front entre les chevaliers d'or. Même si Mu du bélier est le protecteur de la première maison zodiacale, la plupart du temps, c'est Aldébaran qui affronte les ennemis en premier. Nous pouvons voir cela dans la bataille des 12 maisons, où Mu laisse passer Seiya et les autres pacifiquement, Aldébaran étant le premier défi des chevaliers de bronze. Dans l'animé, nous avons la saga Asgard, où Aldébaran a été le premier à lutter contre un guerrier divin, celui-ci étant Shido de Mizar, qui a seulement réussi à vaincre Aldébaran parce que son frère Bado d'Alcor l'a attaqué par surprise depuis les ombres. Dans la saga Poséidon du manga, Aldébaran a été le premier à affronter les généraux Marinas, son ennemi étant le Marinas Sorrento de Cyrène. Et dans la saga Hadès, il a affronté Nyeubud Deep, celui-ci étant le premier spectre légitime à affronter un chevalier d'or dans la phase sanctuaire. Curiosité numéro 16. Le masque de Saga. Dans l'animé, quand Saga est habillé en grand pop, il possède un masque noir avec des yeux rouges. Cependant, dans le manga, ce masque n'existe pas. Quand Saga utilisait les tenues de grand pop, Kurumada a toujours dessiné son visage ombragé par le casque, tandis que dans l'animé, le visage de Saga était occulté par un masque semblable à ceux utilisés par Marin et Shaina pour souligner l'énigme derrière la véritable identité du grand pop. Même Shion est montré avec un masque argenté dans l'animé, alors que dans le manga, il possédait seulement le casque qui faisait de l'ombre sur son visage. Curiosité numéro 17. La trahison de Masque de mort et Aphrodite. Nous savons que tant le chevalier des poissons que le chevalier du cancer ont tendance à être du côté ennemi. Masque de mort et Aphrodite se montrent assez proches à certains moments de l'histoire. Dans la saga canonique, en étant ressuscités par Hadès, ils attaquent ensemble le sanctuaire d'Athéna. Dans le film d'Abel et les guerriers écarlates, ils affrontent à nouveau les chevaliers de bronze. Dans la saga Soul of Gold, nous voyons un type d'amitié proche entre les deux. Et le maître Masami Kurumada lui-même dépeint cette amitié des deux chevaliers dans l'épisode 0 du manga classique. C'est pourquoi, quand ils se sont alliés à Hadès, les autres chevaliers n'ont même pas douté de leur trahison. Et d'autres explications pour l'apparente loyauté à Hadès, comme celle que Masami Kurumada lui-même a expliquée dans une interview à travers le personnage de Shion du Bélier. La question était: Masque de mort et Aphrodite sont arrivés avec vous au sanctuaire. Faisaient-ils vraiment semblant de se courber devant Hadès, comme Saga et les autres? Cela ne semble pas être le cas. Et Shion répond: ces deux-là ont une fierté plus grande que les autres. Ils ont perdu en tant que chevaliers d'or face à des chevaliers de bronze. Ils peuvent avoir gardé un insupportable ressentiment.
De ce fait, ils se sont trop enthousiasmés dans la mise en scène. Pour moi, qui suis apte à lire le caractère, la sagesse et le courage, leurs attitudes sont de simples plaisanteries, et ils se laissent emporter par leurs émotions. Même morts, ils sont des chevaliers d'Athéna. Ce ne sont pas des chevaliers qui se courbent devant Hadès, tout comme aucun autre. Curiosité numéro 18. Le ressentiment d'Aiolia. Dans la série classique, Aiolia n'a jamais démontré aucun sentiment de haine ou de vengeance contre Shura du Capricorne, même en sachant que c'est le chevalier du Capricorne qui a assassiné son frère et maître Aiolos du Sagittaire. Aiolia et Shura ne possèdent qu'un dialogue dans la série classique qui a lieu durant la saga Hadès. Alors que dans le manga épisode G, Aiolia tente d'aider Shura dans le combat contre le titan Krios et finit ensuite par être sauvée par le Capricorne dans le combat contre la titanide Thémis. Curiosité numéro 19, le pouvoir caché de Shaka. Selon ce que Shaka explique à Ikki, il ne s'oppose pas au grand Pop car il ne voyait que sa nature bienveillante. Quand Saga se révèle à tout le sanctuaire, Shaka est surpris car il considérait le chevalier des Gémeaux comme disparu et ne savait pas qu'il se faisait passer pour le grand Pop. L'œuvre a établi que Shaka possède le don de lire la nature de l'âme des individus, et comme la nature de Saga était la bonté, son don a fini par cacher au chevalier de la Vierge le côté maléfique de Saga, qui était l'esprit lémur, étant ainsi une autre âme qui habitait son corps. La première opportunité où Shaka utilise ce don se produit seulement dans le manga, lors de la première rencontre entre lui et Ikki, qui a lieu sur l'île de la Reine Morte. À cette occasion, Shaka avait été envoyé là-bas pour éliminer Django et les Chevaliers Noirs, mais a été défié par Ikki qui venait de devenir le Chevalier du Phénix. Shaka mentionne qu'Ikki serait déjà mort s'il le voulait, si toutefois il avait vu de la méchanceté dans ses yeux, et qu'Ikki agit avec des attitudes discutables pour masquer le sens de la justice dans son cœur. Une autre opportunité où Shaka a utilisé ce don a pu être vue dans la Maison de la Vierge durant la saga Hadès face Sanctuaire, où les réelles intentions de Saga, Shura et Camus sont devenues transparentes pour lui. C'est pour cela que Shaka a pris la décision de les tester tout en visant sa propre mort et d'ayant l'osage de l'Arayashiki. Curiosité numéro 20, une inspiration de Star Wars. Ce n'est pas un mystère que Dooku, sous sa forme de vieux maître, finit par être très similaire à Maître Yoda de Star Wars. Les deux sont très respectés pour leur pouvoir, leur longévité, leur érudition et pour vivre en exil apparent durant une période déterminée de leur vie. Et à mon avis, cette inspiration de Kurumada dans Star Wars est très claire, étant donné que la première apparition de Maître Yoda fut dans le film intitulé L'Empire contre-attaque, qui est sorti 4 ans avant Les Chevaliers du Zodiaque, et qui était déjà un grand succès mondial, car c'était le deuxième film sorti de Star Wars. Curiosité numéro 21. La confrontation entre le Scorpion et Céphée. Étant l'un des combats les plus commentés par les fans et qui prouve à quel point le chevalier d'argent Albior de Céphée était puissant, nous avons la bataille entre Milo et Albior. Le chevalier d'or a été envoyé par le grand Pop du sanctuaire pour vaincre le maître de Shun qui ne répondait pas à l'appel du sanctuaire. Dans ce combat, l'intervention d'Aphrodite fut nécessaire. Il a blessé Albior et l'a affaibli, causant ainsi sa défaite face à Milo. Cependant, bien qu'intense, cette bataille n'a lieu que dans l'animé. Dans le manga, celui qui vainc le maître de Shun et dévaste l'île d'Andromède est uniquement le chevalier Aphrodite des poissons. Curiosité numéro 22. Le mystérieux chevalier du Sagittaire. Aielos est le seul chevalier d'or de la série classique qui ne fait d'apparition dans aucun des 5 premiers films de la saga Les Chevaliers du Zodiaque. Tout comme dans la saga Hadès, il n'a pas non plus été ressuscité par Abel dans le film La Légende des Guerriers Écarlates et n'est pas apparu avec son âme scellée par les dieux avec les autres chevaliers d'or dans le film Tenkai'en Ouverture, prologue du ciel. Sa première apparition au cinéma fut dans le film La Légende du Sanctuaire, qui est le film en 3D qui fait un remake de la saga classique des Chevaliers du Zodiaque, et postérieurement, il est aussi apparu dans le remake en live-action appelé Les Chevaliers du Zodiaque, le commencement. Curiosité numéro 23. Le chevalier le plus loyal a-t-il trahi Athéna ? Dans le manga, contrairement à l'animé et à la saga épisode G, Shura a soutenu le grand Pop. Dans la saga du sanctuaire de l'animé, Shura agit selon ses idéaux de fidélité à Athéna. Selon Aphrodite des poissons, lui, masque de mort du cancer et Shura connaissaient les plans et l'identité du maître du sanctuaire depuis le début, montrant que Shura aurait vraiment trahi Athéna depuis cette époque, croyant que la puissance de Saga serait suffisante pour gouverner la Terre. Curiosité numéro 24, l'origine de Camus. Le nom du chevalier du Verseau est originalement Camus, qui peut aussi être traduit comme Camille, une variation du prénom français unisexe Camille.
Malgré la rumeur selon laquelle le nom Camus est inspiré de l'écrivain français Albert Camus, ce fait n'a jamais été confirmé par Masami Kurumada, puisque le nom a plusieurs traductions alternatives. Curiosité numéro 25. Le chevalier de la beauté. Aphrodite est considéré comme le plus beau des 88 chevaliers d'Athéna. Ainsi, il serait le chevalier d'or le plus beau, étant le plus beau de tous les grades, tandis que Misty serait le plus beau chevalier d'argent et Shun le plus beau chevalier de bronze. Malgré la renommée générale d'Aphrodite parmi les fans, il ne s'est jamais montré orgueilleux de sa beauté dans l'histoire canonique. Dans le manga, il n'a jamais parlé de son apparence ou fait une quelconque analogie à son sujet, mais plutôt au pouvoir et à la loyauté. Cependant, dans l'anime et même principalement dans le film d'Abel, Aphrodite semble être quelqu'un d'extrêmement narcissique. Curiosité numéro 26. Le second maître de Mu. Dans l'histoire des chevaliers du Zodiaque, Mu démontre avoir un grand respect pour le vieux maître, lui obéissant même plus qu'à son propre maître Shion. Principalement en voyant que Shion avait ressuscité et, apparemment, s'était converti au mal. Selon Mu, la présence du vieux maître lui donne plus de force et de confiance dans ses batailles. Et nous savons qu'il y a 13 ans, quand Saga a tué Shion et a pris sa place comme grand pop, Mu a réalisé que son professeur n'était plus le même, et c'est pour cela qu'il est allé demander de l'aide au vieux maître. Depuis lors, il a recours au conseil et à l'enseignement de Doko et a attendu pendant 13 ans jusqu'à ce que le moment propice arrive pour reprendre le sanctuaire aux côtés d'Athéna. Curiosité numéro 27. Le chevalier banalisé. De tous les personnages qui apparaissent dans la série Saint Seiya, le signe du taureau est le moins exploré par Kurumada. Généralement, Aldébaran est seulement utilisé comme un paramètre de force, pour démontrer à quel point le nouvel ennemi du sanctuaire est puissant. Il a été utilisé de cette manière dans la saga des 12 maisons, où il serait un opposant pour montrer l'évolution des chevaliers de bronze, dans la saga Asgard, quand il a été vaincu initialement par Shido, pour montrer à quel point les guerriers divins d'Odin sont puissants, et dans le manga où il est devenu sourd et a failli être tué par Sorrento, soulignant ainsi les pouvoirs des généraux Marinas. Et enfin dans la saga Hadès, où il a été tué instantanément par le parfum de Niobe de Deep. De plus, dans la saga Next Dimension, nous connaissons son prédécesseur, celui-ci étant le chevalier Ox du Taureau, qui est aussi vaincu par le chevalier traître Suikyo de la Coupe, qui est devenu le spectre du Garuda, montrant ainsi à quel point Suikyo était puissant et étant encore un personnage du signe du Taureau qui sert seulement à montrer à quel point l'adversaire est fort. Curiosité numéro 28. Saga et la voix du samouraï. À la fin de la bataille des 12 maisons, le suicide de Saga dans le manga est une référence évidente au harakiri, seppuku, rituel du samouraï qui implique sa propre mort afin d'éviter le déshonneur au combat. Cette scène est drastiquement éditée dans l'anime, dans lequel la personnalité maléfique de Saga tente d'attaquer Saori, mais la bonne personnalité, au dernier instant, tire le sceptre d'Athéna vers elle-même, purifiant ainsi son côté diabolique. Saga meurt sereinement dans les bras de Saori, lui demandant pardon pour tous les crimes commis par son côté démoniaque. Cependant, dans le manga, Saga avait déjà été purifié par la lumière du bouclier d'Athéna. Il transperce alors sa propre poitrine afin d'expier ses péchés. Curiosité numéro 29. La puissance du Lightning Plasma. Dans l'anime classique, l'attaque Lightning Plasma, ou Relampago de Plasma, est représentée comme une sphère d'énergie et de matière à l'état de plasma qui enveloppe le corps de l'ennemi. Cela est dû au fait que durant la saga du Sanctuaire, Asgard et Poséidon, les attaques à la vitesse de la lumière d'innombrables personnages étaient représentées comme des faisceaux de lumière. Cependant, dans la saga Hadès et dans les animations postérieures, l'attaque est représentée comme dans le manga, étant plusieurs faisceaux de lumière et aucun autre personnage n'utilise d'attaque avec des faisceaux de lumière. Aelioya a réussi à projeter Radamante au loin dans une version réduite de cette attaque à cause de la barrière de protection du château d'Hadès. Tandis que dans le manga épisode J, cette attaque est couverte d'énergie électrique, ce pouvoir étant ce qu'Aelioya est capable de générer et qui montre son lien en tant que réceptacle de Zeus dans cette saga. Curiosité numéro 30. La confrontation de Shaka contre les renégats. Alors que dans le manga, Shaka résiste aux attaques combinées de Saga, Shura et Camus, dans l'anime, il a eu besoin momentanément d'ouvrir les yeux pour résister à ces attaques et affronter les trois chevaliers de face.
Dans l'animé, Shaka est capable d'éviter les attaques combinées de Shura et Camus, tandis que dans le manga, Shaka finit par avoir le genou droit gelé momentanément par le chevalier du Derceau. Ce sont quelques différences que nous avons dans cette bataille. Vous aimeriez voir une vidéo montrant comment s'est passée la bataille entre Shaka, Saga, Camus et Shura dans le manga? Commentez ci-dessous pour que je sache. Curiosité numéro 31, la plus grande amitié des chevaliers du Zodiaque. Doko et Shion sont les chevaliers d'or qui sont le plus apparus dans les œuvres dérivées de toute la franchise Sanseiya. Ils sont montrés premièrement dans la saga classique où nous découvrons la grande amitié qui existe entre ces deux-là. Les deux sont des chevaliers qui ont survécu à la guerre sainte du XVIIIe siècle. Et nous savons par la saga Next Dimension que tant Doko que Shion étaient des chevaliers de bronze qui se sont entraînés ensemble et sont postérieurement montés au grade or ensemble quand ils avaient 18 ans. Les deux sont des personnages importants de la saga The Lost Canvas, qui raconte une autre version de la guerre sainte du XVIIIe siècle. En plus du fait qu'ils apparaissent dans toutes les sagas d'épisode G dans le manga, étant montrés aussi dans le film Tenkaichen Overture et autres. Curiosité numéro 32, la puissance du scorpion. La technique Scarlet Needle, aiguille escarlate de Milo, peut être portée lentement, aiguille par aiguille, quand celui-ci souhaite torturer l'opposant plus longtemps, comme nous l'avons vu dans les combats contre Yoga et Kanon. Cependant, le chevalier d'or peut porter toutes les 14 aiguilles d'un seul coup, dans l'intention de vaincre l'ennemi immédiatement, cette seconde variation étant utilisée seulement dans le combat contre le juge des enfers, Radamante de la Wyvern, dans la saga Hadès. Milo est aussi capable de vaincre des ennemis plus faibles, avec seulement quelques Scarlet Needles, comme il l'a fait avec un spectre dans le cockpit, en plus de ce qu'il racontait dans son combat contre Yoga. Curiosité numéro 33, la vraie puissance d'Aiolos. Dans les fichiers de données Taizen de la saga Hadès, il est décrit que la véritable force d'Aiolos excède celle d'un puissant chevalier d'or, comme Saga des Gémeaux. Cependant, cela entre en conflit avec la déclaration d'Aiolos lui-même dans l'épisode 0 de la saga classique, où il dit que Saga le surpasse en bonté et en puissance. Cependant, cela peut aussi avoir été une erreur du chevalier du Sagittaire, puisqu'il ne percevait pas la part mauvaise de Saga, et c'est pourquoi il pourrait s'être trompé par rapport à sa force aussi. Curiosité numéro 34. Shura a-t-il caché sa puissance? Apparemment, dans la saga Hadès, pour éviter de tuer les chevaliers d'or restants, il n'a pas utilisé toute la puissance de coupe d'Excalibur. Vu qu'avec la puissance totale, la téléportation en arrière que Mu a utilisée pour éviter l'attaque dans la maison du bélier ne fonctionnerait pas, car l'attaque d'Excalibur atteint de longues distances. L'attaque a causé les mêmes dégâts sur le Khan de Shaka que la poussière de diamant de Camus. Shaka a arrêté l'attaque alors qu'il se battait avec lui, juste en plaçant son bras devant sans subir une égratignure sur l'armure. Et la puissance de Shura n'a ouvert aucun cratère au sol, montrant que Shura contenait sa réelle puissance. Par exemple, nous voyons que l'attaque a réussi à ouvrir un cratère gigantesque dans la bataille des 12 maisons, quand les chevaliers de bronze sortaient de la maison du Capricorne. Un cratère immense en largeur et profondeur, alors que Shura n'était même pas sorti de la maison du Capricorne pour lancer une attaque qui était si puissante. Curiosité numéro 35. Camus aussi a caché sa puissance? Tout comme Shura, nous voyons Camus affronter les chevaliers d'or dans la saga Hadès. Il utilise des techniques glaçantes contre ses anciens compagnons, comme par exemple l'attaque poussière de diamant Diamond Dust. Cependant, Camus n'a jamais utilisé sa technique suprême, l'exécution de l'aurore, dans la saga Hadès, probablement pour ne pas vouloir blesser de fait ses compagnons. Curiosité numéro 36, l'enterrement d'Aphrodite. Dans la saga du sanctuaire, après la mort d'Aphrodite, plusieurs roses rouges, noires et blanches apparaissent sur son corps, symbolisant toutes les roses que le chevalier d'or est capable d'utiliser au combat. Mais dans les souvenirs de Shun dans la saga Hadès, seules les roses blanches sont apparues sur le corps d'Aphrodite. Dans le manga, les roses qui apparaissent sur le corps du chevalier des poissons après sa mort sont probablement les roses blanches, puisqu'elles apparaissent dans une tonalité unique et claire. Curiosité numéro 37, le rouge à lèvres d'Aphrodite. La couleur de rouge à lèvres qu'Aphrodite utilise sur ses lèvres apparaît seulement dans l'animé. Probablement c'était pour souligner sa beauté et son apparence androgyne. De plus, la couleur change, étant rose dans la saga du sanctuaire et violette dans la saga Hadès. Vous avez aimé ces curiosités? Commentez ci-dessous pour que je sache. Et bien sûr, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Allez, salut, ciao, on est ensemble et à la prochaine. Brûle ton cosmos jusqu'à l'infini.